L'humus, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est une espèce de pâte qui n'a plus rien à faire avec les matières organiques qu'on peut encore voir un petit peu dedans, des morceaux de tiges, des morceaux de feuilles. Le compost, en fait, à mettre dans le sol doit être très vieux. On a constaté que dans les maraîchages du temps passé, on ne mettait jamais de compost avant 1 an et demi, voire 2 ans. Naturellement, on voit ces composts fondre. Et on pense, avec notre pensée quantitative actuelle, ben, on ne va plus rien mettre dans le sol. Eh bien, on se trompe. On pourrait dire, en résumant, que ce n'est pas tellement les substances du compost qui vont agir, c'est le cheminement de vie du compost. C'est sa biographie qui enseignera, comme on enseigne dans une école, qui enseignera la plante sur son chemin de vie. On ne peut pas concevoir un compost sans comprendre la globalité en fait d'un domaine agricole. La petite couche arable qu'on a et qui constitue la couche sensible entre terre et cosmos, elle est vraiment ténue. Elle peut être épaisse dans certaines zones de grande culture, où on a fait une agriculture, où on faisait une agriculture d'alluvions, etc. Là, sur des alluvions, etc., on pouvait avoir. Mais souvent, on a des sols qui sont de plus en plus fragiles. Il suffit de regarder un petit peu le millefeuille et les différentes couches. On voit que cette couche sensible, dans le mot sol, il y a tout de même la notion de soleil, donc de réception en fait de ces forces qui viennent de l'environnement. Le grand drame de la chimie, l'agriculture intensive, c'est qu'elle s'occupe que du sol, et en fait avec des lois qui sont complètement fausses. Le grand drame de l'agriculture organique brute que beaucoup de biologistes pratiquent, c'est qu'on s'occupe aussi des lois du sol. Qui s'occupe des lois de ce qui est au-dessus du sol, c'est-à-dire de la zone en fait, on pourrait dire de la zone où la plante va exprimer dans l'air et recevoir un certain nombre de choses. Et puis l'atmosphère, et puis des couches beaucoup plus hautes. On pourrait dire que là, on peut dire qu'il n'y a que l'agriculture biodynamique, en fait, qui, dans nos pays développés, a vraiment pris en compte cette double appartenance de l'agriculture à deux mondes. Un monde de la Terre, mais aussi un monde du cosmos. Et là, l'animal est un médiateur extraordinaire, car on a une sorte de lemniscate, de mouvement perpétuel de la vie, entre la plante qui pousse, qui est l'expression du sol, la plante qui est mangée par le bovin et qui va cheminer, mûrir dans sa digestion, la déjection de cet animal qui n'est plus un déchet, mais qui est vraiment une production à part entière aussi importante que le lait, puisque le bovin a cette fonction étonnamment maîtrisée de la digestion, quand il est bien nourri, quand il est bien élevé, et à ce moment-là, on va composter cette bouse, on va nourrir les micro-organismes, etc. Où commence le phénomène, où il finit? Nulle part. C'est un mouvement perpétuel, d'où la nécessité d'une approche globale en fait du compost. Si on se fixe sur la technicité du compost, il faut en faire un peu aussi, donc avoir une rigueur de formation du compost, et qu'on ne tient pas compte de la qualité d'alimentation de l'animal, à ce moment-là, on va avoir un compost qui va être mal élaboré. On va avoir des préparations qui vont être mal élaborées. Donc on va avoir un résultat qui va être un peu une méthode qui va être mal comprise. Je crois qu'il faut vraiment être extrêmement présent, extrêmement conscient de ce qu'on fait en faisant de cette agriculture-là, parce que c'est une agriculture qui soigne, c'est une agriculture, on pourrait dire c'est une agriculture médicinale. On a besoin beaucoup plus que d'une agriculture uniquement d'équilibre biologique à notre époque. On a besoin d'une agriculture de dynamique, bien comprendre une biologie dynamique avec des vertus profondément humaines. Les sages qui portaient les races sont morts il y a 150 ans. Et certains ont été, jusqu'à un petit peu plus récemment, mais un écho d'une époque où on avait vraiment une relation avec le sacré, c'est-à-dire avec le tout, avec l'essence même. On était relié au tout
quand on travaillait, on bénissait les animaux, ça avait un sens. Aujourd'hui, ça n'aurait plus le même sens, ou on le fait par superstition, c'est pas ça. Hein. Cette inspiration qu'avaient les vieux paysans d'autrefois les reliait au tout, aussi bien ce qui venait du haut que ce qui venait du bas. Là, on avait un ennoblissement, là, on avait vraiment un travail d'élevage, en fait, de l'animal, d'élevage de la plante à travers la digestion, d'élevage des substances à travers le compostage, et donc d'élevage de la terre, de l'expression même de la sensibilité de la terre, même de la planète, à travers l'élaboration de ces fumures inspirées, hein, qu'on pouvait mettre dans les sols et qu'on peut mettre aujourd'hui. Retrouver ça aujourd'hui, c'est pas vivre dans le passé, on pourrait dire. Retrouver ça aujourd'hui, c'est d'une manière beaucoup plus moderne, beaucoup plus fin de siècle, je dirais, mais avec une certaine conscience de ce qu'on fait. On ne fait pas comme faisait le père, le grand-père, etc., parce qu'il faisait comme ça, hein, en enrichissant malgré tout un peu de sa propre personnalité, mais on essaye de voir à quel point la relation de l'homme et de la terre est subtile, et que dans un tout, ce médiateur animal est indispensable. Comme par hasard, l'agriculture moderne a supprimé l'animal, ou a fait des ateliers d'engraissement, des ateliers de production, où on a des troupeaux de 200 vaches, voire plus, ou des fermes où on traite 3 fois par jour, etc., sans parler de ce qui se passe au niveau des États-Unis.